Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. Le 4 décembre 2008, la boutique de haute joaillerie Harry Winston, non loin des Champs-Élysées, est braquée par un groupe d'hommes armés. La valeur des biens volés est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Une course contre la montre s'enclenche. Christophe Corel, officier de police judiciaire, raconte cette folle enquête pour retrouver les bijoux. Vous écoutez Une enquête dans la peau, le casse du siècle. Première partie. Je m'appelle Christophe Corel, j'ai 44 ans, j'ai 20 ans d'ancienneté dans la police, dont 15 ans en tant qu'enquêteur en police judiciaire. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler sur des affaires de viol, d'homicide, de trafic de stupéfiants et de banditisme. L'enquête qui m'a le plus marqué, c'est celle qu'on a appelée le casse du siècle. C'est le braquage de la joaillerie Harry Winston, située à proximité des Champs-Élysées, survenu le 4 décembre 2008. 80 millions de dollars de bijoux dérobés, en l'espace de 15 minutes, par 4 malfaiteurs. Des enquêtes comme celle-là, on n'en vit pas 5 dans une carrière. C'est l'affaire que j'ai décidé de vous raconter. Je suis rentré en école de police en 1996. À l'époque, pour schématiser, on avait à peu près 2 profils qui se dessinaient dans la police. Soit on s'orientait vers des métiers de terrain, comme la BAC par exemple, soit vers quelque chose de différent, d'un autre profil, donc c'était plus l'investigation. Et je me suis découvert un intérêt pour écrire les procès-verbaux, faire les auditions, des choses comme ça. Et donc ça me plaisait, et donc du coup je me suis orienté vers l'investigation à ce moment-là. Quand j'intègre la BRB, donc la Brigade de répression du banditisme, c'est pour moi d'abord une fierté, évidemment, parce que je sais que 10 ans en arrière, quand je rentre dans la police, c'est quelque chose qui est absolument impensable. J'ai 31 ans, je suis le plus jeune, je suis le dernier arrivé. Je dois faire mes preuves et je suis stagiaire. C'est un service qui est emblématique, qui a travaillé des gros dossiers. C'est un service d'élite de la police judiciaire. Donc c'est de la fierté, c'est de la pression aussi. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Donc je me mets la pression à moi-même pour réussir, surtout pour m'intégrer correctement dans le groupe dans lequel je serai affecté. En décembre 2008, j'intègre le groupe Enquête Générale. Les Enquêtes Générales, donc c'est un des 10 groupes de la BRB, traitent principalement des vols à main armée dans les bijouteries. C'est le plus gros des enquêtes qu'on a. Ce sont 2 équipes de 7 enquêteurs et un chef de groupe. J'arrive dans ce groupe, je sais qu'il y a un gros braquage qui s'est commis donc une dizaine de jours avant. Une équipe de 4 malfaiteurs, 4 braqueurs, qui en un quart d'heure ont fait main basse sur tout le stock de la bijouterie Harry Winston. La curiosité de ce braquage, c'est que c'est la 2e fois que cette bijouterie se fait voler en l'espace de 14 mois. On avait un premier vol à main armée qui s'est déroulé en octobre 2007. 14 mois plus tard, ça recommence. En un quart d'heure, en 15 minutes exactement, les voleurs arrivent à prendre environ 80 millions de dollars de bijoux. C'est totalement improbable parce que c'est un quartier qui est sécurisé, c'est une adresse qui a déjà été braquée et c'est incompréhensible qu'elle soit de nouveau l'objet d'un braquage. Brendan Kemet, journaliste spécialiste du grand banditisme. Donc il y a un parfum un peu de scandale. À ce stade-là, l'enquête qui concerne le premier vol à main armée est plus ou moins figée. Il n'y a aucune piste qui se dégage. On a cette connaissance du premier braquage, mais on va vraiment travailler sur ce deuxième, et peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à recouper sur le premier vol à main armée. À Winston, c'est une des plus grosses joailleries au monde. Même si, pour le commun des mortels, dont je fais partie, les bijouteries, c'était Cartier, c'était la place Vendôme, quelques enseignes qu'on peut connaître,
mais déjà des enseignes dans lesquelles je n'irai jamais, je ne suis jamais allé. Mais là, je découvre qu'il y a encore un niveau au-dessus avec des hôtels particuliers qui sont en fait des joailleries où on a des valeurs inestimables. Harry Winston, c'est une maison qui a une vision donc, du diamant et du bijou très haut de gamme. Doron Levy, expert auprès des assurances dans l'affaire Harry Winston. Vous n'allez pas dans une boutique, vous allez dans un salon, vous êtes reçu par du personnel tiré à 4 épingles, censé être donc formé, et les manipulations de bijoux, le stockage des bijoux, les vitrines, etc., tout ce qui était de sécurité est assez sérieux en général, très sérieux. On se pose tout de suite des questions sur la sécurité. Comment peut-on arriver à avoir autant de valeur dans un seul endroit et avoir une sécurité défaillante, finalement? Elle est là la question. Comment c'est possible? Sur ce type d'affaires, la BRB a une pression monumentale. Il y a un côté scandaleux. Ils ont fait ce braquage en plein Paris. Il faut du résultat. C'est le type d'affaires, c'est des affaires signalées, des affaires médiatiques qui remontent très haut, qui remontent au niveau du préfet de police, qui remontent au niveau du gouvernement et qui font tâche parce que c'est l'image de Paris. Un braquage à 100 millions dans l'histoire de France, il n'y en a pas eu beaucoup. Il faut effectivement remonter à des événements historiques comme le pillage de la cour, des jouets de la couronne pendant la Révolution française. Ce braquage, une fois qu'il s'est commis, c'est l'actualité de la brigade. Tout le monde parle de ce vol à main armée. Parce que c'est énorme, parce que la valeur, parce que la médiatisation aussi. Vous ouvrez tous les journaux pendant 2 mois, et dans tous les journaux pendant 2 mois, quand c'est pas la une, c'est le central, avec une enquête exclusive, avec le témoignage d'un témoin. C'est la crème du braquage, vous avez tous les éléments sont réunis. Vous avez un bijoutier de star qui fournit Hollywood, et les actrices de cinéma notamment. Vous avez un quartier huppé, on appelle ça le triangle d'or parisien, l'avenue Montaigne. On est dans les boutiques de luxe à la française. C'est la grosse affaire. On a tous envie d'y être, forcément. Et il y a une telle masse de travail aussi que je sais que je vais être utile. Christophe Corel, officier de police judiciaire. Mais il y a des choses qui sont à faire et qui, du coup, vont pouvoir soulager d'autres personnes. Et c'est comme ça que je vais rentrer dans ce dossier-là. La première chose à laquelle je vais m'intéresser sur cette affaire, ça va être la vidéosurveillance. Ce sont des images qui ont déjà été vues par tout le monde, par tout le groupe, qui ont été vues, revues. Mais derrière, il va falloir analyser cette vidéosurveillance, plus que juste la regarder, l'analyser seconde par seconde et retranscrire ça sur un procès-verbal. On peut avoir cette vision de la vidéosurveillance où on voit un mur d'images, comme dans les séries américaines, où il suffit, on va regarder un personnage passer d'une caméra à l'autre et on va pouvoir écrire. C'est quelque chose d'assez simple, ça dure 15 minutes, ça va aller assez vite. C'est pas du tout comme ça. On est quand même en 2008, on n'a pas encore les systèmes qu'on a aujourd'hui. La caméra, sont 12 ou 13 caméras qu'il faut regarder, une par une. Donc je prends la caméra 1, je décortique 15 minutes, je prends la caméra 2, je décortique les 15 minutes, et après je mélange tout ça chronologiquement. Pour arriver à faire une chronologie de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de son, malheureusement, mais en tout cas, on a des images, on a un détail de ce qui s'est passé dans cette bijouterie pendant les 15 minutes. La vidéosurveillance, c'est assez confus, c'est des caméras de l'époque. On a du mal à voir exactement les gestes des uns et des autres. C'est vraiment un travail de spécialiste. On est en fin d'après-midi, lorsque arrivent dans cette bijouterie 4 personnes. Ce sont des hommes, dont 3 déguisés en femmes, qui arrivent à passer le sas. Et là, rapidement, tous les employés sont rassemblés et les malfaiteurs vont vider les coffres, les vitrines de toute la bijouterie. On sent qu'il y a une nervosité quand même. C'est un braquage, on voit des armes à feu. Dans la vidéo, ce que vous voyez, c'est le non-verbal. Ce sont les attitudes attendues et les attitudes inattendues. Attention, un vol à main armée est un événement avec une énorme composante d'inattendu. Il y a de la violence, certains employés sont frappés, il n'y a évidemment pas de coup de feu, mais quand même, il y a une pression psychologique qui s'installe. On sait qu'il ne faut pas déconner. Les malfaiteurs le font sentir aux employés. Déconnez pas, écoutez-nous et il vous arrivera rien. On sent tout de suite que c'est des braqueurs d'envergure qui ont réalisé ça. C'est ce qu'on appelle un beau coup, quoi. On se dit que forcément on a affaire à des personnes qui sont déjà connues potentiellement des services de police. On ne va pas s'attaquer à une bijouterie de cette ampleur sans avoir un minimum d'expérience criminelle.
Le premier sentiment qu'on a en visionnant tout ça, il y a quelque chose d'étrange. Je vois les toutes premières images de cette vidéo où on voit 3 personnes qui sont grimées. C'est flagrant. Et elles rentrent dans cette bijouterie. La porte doit être ouverte manuellement par quelqu'un qui se trouve à l'intérieur. Ça veut dire que la personne qui va ouvrir s'est assurée avant de qui elle va faire rentrer. En général, quand on regarde comme ça des autres modes opératoires, les braqueurs font un effort. Ils amènent une jeune femme ou un couple, quelqu'un qui présente bien. Et moi, quand je vois cette vidéosurveillance, je vois que ce sont des personnes grimées. C'est flagrant. Et pourtant, on va leur ouvrir quand même. C'est le vigile qui va ouvrir le sas. Donc, on sait quand même que lui est formé pour ça, à la détection des malfaiteurs. Mais il ouvre quand même. Soit, admettons, pourquoi pas faire rentrer après tout des travestis dans une bijouterie? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'acheter des bijoux de valeur parce qu'on est travesti? On peut se poser la question, soit. Il laisse rentrer. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on leur ouvre? C'est une première interrogation. Après, il y a d'autres choses qui collent pas avec ce vigile. Il y a par exemple une troisième personne qui est à l'extérieur de la bijouterie, c'est une femme de ménage. La femme de ménage, elle a pris sa pause aussi, elle a fumé sa cigarette. Et elle voit le vigile, qui est à l'accueil, son poste habituel. Il aurait pu dire à la femme de ménage, « Va-t'en, reste pas ici, il y a un braquage, pars !» Il aurait pu lui dire, « Il y a la police à 200 mètres, va prévenir la police !» Il aurait pu lui dire plein de choses, en tout cas, ne pas la faire rentrer dans la bijouterie. C'est ça qui est étrange. Il rajoute un otage en plus dans la bijouterie. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Lorsque je regarde cette vidéo, il y a des indices très intéressants pour l'enquête. J'observe, parce que c'est un petit peu mon domaine, mon dada, entre guillemets, que les malfaiteurs vont utiliser un téléphone portable. Ils vont l'utiliser à 2 ou 3 reprises, on va voir à l'image des malfaiteurs qui ont un téléphone portable. Pour nous, c'est quelque chose d'important, parce qu'on se dit, il y a quelqu'un dehors. Ils sont pas tout seuls. Donc ça veut dire que, à la fois, il va falloir chercher cette 5e personne, mais aussi, pour l'enquêteur, on va pouvoir faire des recherches pour essayer de retrouver, isoler ces téléphones portables. Dernier élément qui est remarquable et intéressant pour les enquêteurs, on sait que ce jour-là, du 4 décembre, il va y avoir un certain nombre de valeurs qu'il ne devait pas y avoir normalement dans ces bijouteries. Il y a plus de valeurs qu'à l'habituel. Il y a notamment un bijou, une pierre, qui à lui tout seul fait plus de 12 millions de dollars. Et c'est quelque chose que personne ne savait. Très peu de personnes le savent. Ils sont une poignée, ils sont peut-être 5, à savoir qu'il y a une pierre de cette valeur dans une trappe secrète d'un coffre-fort. Et les malfaiteurs vont se diriger directement sur cette trappe-là. Donc ils savent qu'il y a quelque chose dedans. On se dit à ce moment-là que peut-être quelqu'un à l'intérieur de la bijouterie a donné le coup. Comment quelqu'un peut savoir, dans un tel bâtiment très grand, avec on ne sait pas combien il y a de personnes, on ne sait pas si quelqu'un va sortir du sous-sol, on ne sait pas si les personnels sont armés. Le commissariat, il est à 150 mètres. Le commissariat, il est à 150 mètres. Donc, limite, faudrait être fou pour oser penser à faire un truc pareil. Donc, la seule manière d'y penser, c'est vraiment d'avoir au moins une personne à l'intérieur. Donc, on va chercher qui est la taupe. Quelques jours après le vol à main armée, on a une information qui arrive de l'étranger. On sait que des bijoux en quantité importante sont sur le point d'être vendus en Roumanie. On sait aussi que un des témoins nous a parlé d'un accent des pays de l'Est. Les Roumains, alors le crime organisé d'origine de la Roumanie, il était présent en France ou dans les pays européens, en Belgique, etc. On les a déjà vus, on les connaît, ils sont chevronnés, ils sont aguerris. Donc forcément, c'est quelque chose qui résonne pour nous, parce qu'on est en 2008 et on sait qu'on a subi à Paris, et plus largement en Europe même, à la fois une vague de vols à main armée et de casse de bijouterie commis par ce qu'on appelle le gang des Pink Panthers, donc qui viennent de l'ex-Yougoslavie. Ils sont connus pour des braquages spectaculaires.
C'était le cas aussi à Saint-Tropez où ils étaient partis en hors-bord après un braquage. Voilà, c'est un peu James Bond. Et donc c'est la piste un peu, on va dire, à la fois sexy, quoi, et puis un peu obligatoire. Donc on donne d'autant plus de crédibilité à cette information qui vient de l'étranger. J'ai 3 ou 4 collègues qui sont sur le point de partir en Roumanie. La mission est organisée en urgence avec la direction de la police judiciaire. On se dit, on va y arriver, ça va aller vite, on va rapidement mettre la main sur les malfaiteurs, donc c'est l'excitation, forcément. Et là, contre-ordre. Ça s'accélère. En Roumanie, on sait qu'il va y avoir un échange de bijoux, une transaction qui va se faire dans la journée. Les policiers locaux n'arrivent plus à retarder l'échéance. On ne peut pas attendre les policiers français, donc ça va se faire. Les personnes sont interpellées en Roumanie. On se dit rapidement, ça se trouve, notre enquête, elle est terminée, c'est fini. Et quelque part, limite, j'en suis déçu, en fait. Moi, je viens d'arriver, je veux travailler sur ce braquage, et là, on me dit, c'est fini. Donc, j'ai envie de dire presque, non, je veux pas que ça s'arrête. Et donc, les collègues locaux vont nous envoyer rapidement des photographies de ces bijoux qui sont encore étiquetés. On va présenter ces photos-là au joaillier à Winston, lequel va nous dire « Non, ce ne sont pas nos bijoux ». Quelques jours après, notre élément va arriver dans notre procédure et va un petit peu nous bousculer. La compagnie d'assurance du joaillier va communiquer par voie de presse et promettre une prime à celui ou celle qui pourra donner des informations sur les bijoux, qui permettra de les retrouver. À cette époque, j'étais dans un cabinet d'experts en assurance sur cette affaire et on propose de faire un appel à récompense très grand public et toute personne qui peut nous amener une information nous amenant au butin. $1 million en liquide, dans le Figaro. En 20 ans de suivi de faits divers, je n'ai jamais vu des promesses de récompense, en fait. Et généralement, ça reste sous le manteau, c'est des choses qui ne sont pas connues du grand public. Et là, il y a cette pression qui vient s'ajouter aux enquêteurs d'une pleine page quasiment de bijoux avec ces chiffres de nouveau incroyables de récompense, quoi. Donc c'est très surprenant. Ouais. Je suis assez pessimiste quand il y a des gros cases comme ça avec beaucoup de bijoux. Les butins, on les retrouve que très rarement. $1 million, on sait que c'est une somme énorme et que ça va attirer. Ça peut faire réfléchir tout le monde, ça peut faire inventer des choses, et donc ça va nous poser un problème. Ça va réveiller peut-être des gens qui ont des informations capitales, mais ça va surtout éveiller des gens qui n'ont absolument rien à voir dans cette histoire et qui vont monter des bobards pour essayer de toucher ou pour se faire valoir, etc. À chaque fois qu'une information arrive, avec un peu de crédibilité quand même, on la travaille pour ce qu'on appelle fermer la porte. En se disant non, c'est pas bon, et on passe à la suivante. Quelques semaines après, la prime promise va faire ses effets. Un informateur va se rapprocher de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, pour nous donner 5 noms. Des noms de braqueurs, des receleurs, donc des éléments très précis. Parmi les identités qui nous sont données, il y en a une qui ressort, une personne qui est originaire de Seine-Saint-Denis, qu'on surnomme Doudou, qui a déjà un palmarès, entre guillemets, judiciaire très important. La police s'intéresse à Doudou, car on ne va pas faire semblant, il est considéré comme un beau mec au sein de la police judiciaire parisienne. Maître Frédéric Trovato, avocat de la défense. Il a déjà été condamné, alors certes pour des faits d'une autre nature, mais pour les policiers, c'est un client sérieux, car les policiers pensent très vite qu'il a le calibre d'avoir participé à un braquage d'une telle ampleur. Doudou, c'est un voyou spécialiste des stupéfiants, en fait. Il fait partie de la génération des bandits spécialisés dans l'import, en gros, de cannabis dans les années 90. Ça a été les premiers, on va dire, artisans des GOFAS, etc. Et donc, il est connu pour ça. Il y a un autre nom, c'est celui de Farid, qui est quelqu'un qui est connu aussi de la police, peut-être pas avec un pédigré aussi important que Doudou, mais c'est quelqu'un qui est un braqueur de métier. Sur des éléments
qui conforte encore l'information de la DCPJ, dans le sens où on sait depuis le début que c'est pas une équipe d'amateurs à laquelle on a affaire. À côté de ça, le groupe travaille sur le vigile, encore, puisque c'est quand même notre suspect numéro 1. On a quand même des gros doutes sur lui. Il est suivi, et on se rend compte que le vigile, il fréquente une salle de sport. Et cette salle de sport, elle est fréquentée aussi par un de ses amis, qui est apparenté à Doudou. On sait qu'il peut y avoir des hasards. Mais là, avoir un personnage du grand banditisme qui est en lien via un intermédiaire avec le vigile, qu'on suspecte, ça peut être un hasard. Mais quand même, ça nous encourage encore plus dans ce scénario à se dire, à la fois il y a une taupe, et cette taupe, c'est le vigile. On se dit, là c'est intéressant quand même, ça sent bon. Pour mener l'enquête, Christophe Corel se penche sur la téléphonie. Par la vidéo, on sait que les téléphones portables avaient été utilisés pendant le braquage, au moins à 2 moments. Donc je vais, de mon côté, essayer de retrouver ces téléphones portables. Donc on est sur le 8e arrondissement, 3 semaines avant Noël, un samedi après-midi. Autant dire qu'il y en a quelques-uns, des appels téléphoniques. Donc ça va représenter finalement plusieurs dizaines de milliers d'appels qui ont été passés sur ce secteur-là. Parmi ces dizaines de milliers d'appels, il va falloir en retrouver 2. Chose pas facile, pas évidente, mais pour moi c'est mon jouet, c'est mon dada. On sait par exemple qu'il a décroché, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'appelle. Donc on va pouvoir se dire c'est un appel entrant. On va pouvoir se dire que l'appel il dure moins de 30 secondes, donc on va supprimer tous les appels qui sont de plus de 30 secondes. Donc avec différents paramètres comme ça, on va réussir à rétrécir le champ de recherche. Et là je vais réussir à trouver 3 téléphones qui font que s'appeler entre eux. Et c'est spécifiquement sur le quart d'heure dans lequel s'est produit le braquage. Donc là pour nous, on a trouvé quelque chose d'intéressant. On va essayer de voir où ont borné ces téléphones-là, quelles ont été les utilisations, à partir de quel endroit. Quand je trouve ces 3 numéros de téléphone, pour moi qui suis le stagiaire du groupe, c'est quand même... oui, il y a une fierté quand même, faut le reconnaître, il y a une part d'ego quand même là-dedans, de se dire que on a réussi à faire avancer l'enquête. Et ça va être d'autant plus intéressant qu'on va se rendre compte que ces téléphones-là ont tourné principalement en Seine-Saint-Denis, et notamment un des téléphones a tourné sur le secteur de Pavillon-sous-Bois. Pavillon-sous-Bois étant la commune là où habite Doudou. Doudou habite dans un pavillon de Seine-Saint-Denis, un pavillon un peu sympa. Il est propriétaire d'un bar, il est propriétaire d'un hôtel, donc il a une vie professionnelle, somme toute, rangée. Il a une famille, il a un enfant en bas âge. C'est un jeune papa. Il a refait sa vie avec une jeune femme qui travaille dans la finance. Ils ont eu une adorable petite fille et son nouveau job est nounou de son petit diamant. Les voyous, après tout, ont une vie comme tout le monde. Hein. Ils sont voyous comme... on a tous notre métier, finalement. C'est un petit peu leur métier à eux. Comment on va faire avec lui? On va essayer de déterminer quels sont ses contacts. Qui est-ce qu'il voit? Quels sont ses trajets, ses habitudes? Qu'est-ce qu'il fait quand il sort de chez lui? À quelle heure il se couche? On va essayer donc de connaître le maximum d'informations concernant sa vie habituelle, ce qui nous permettra derrière d'isoler tout ce qui lui est inhabituel. On va procéder à des filatures, des surveillances, mais plusieurs lignes téléphoniques sur écoute, les siennes, celles de sa compagne. Les écoutes de Doudou, elles sont pas fantastiques. C'est quand même un voyou d'envergure qui a déjà été mis sur écoute. Il est parti en prison parce qu'il a été mis sur écoute dans d'autres affaires. Il est bien évident que c'est pas un gamin. À l'époque des faits, il a quasiment 50 ans. Il a un passé judiciaire derrière lui. Donc, au travers des écoutes, Doudou ne lâche strictement rien. C'est quelqu'un d'extrêmement méfiant. Lors des surveillances policières, il fait lui-même des contre-surveillances. Il remonte les rues pour voir s'il y a des gens autour éventuellement des policiers qui seraient en planque autour de son domicile. Ce sont ce qu'on appelle les précautions de tout bon malfaiteur. Donc il fait attention, il est formé à ça. Tout juste, on va voir qu'il a des contacts avec telle ou telle personne, et notamment avec un certain Michael. Michael,
qui est un des 5 noms qu'il nous a donnés sur la liste de la DCPJ et qui nous est présenté comme étant le reseller des bijoux. La personne qui va être chargée d'écouler la marchandise. Donc on sait qu'il est en contact avec lui, mais sur le fond des conversations, on n'apprend absolument rien. Il a trouvé le stratagème pour faire en sorte qu'on ne sache pas ce qui se dit, il donne des rendez-vous. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour qu'on sache ce qu'il dit à Michael ou à d'autres personnes. De fait, on va décider de sonoriser son véhicule. Doudou a très peu de moments où il n'est pas chez lui. Le seul moment où il va relâcher son attention, c'est lors d'un voyage familial en Algérie, où là, il va garer sa voiture dans un des parkings de l'aéroport d'Orly. On sait que ce jour-là, on va avoir accès à son véhicule, une nuit complète, sans qu'a priori, personne ne s'en approche. Donc c'est l'occasion qu'on va saisir, évidemment, pour sonoriser le véhicule. C'est un coup de maître de la police d'intervenir à ce moment-là, alors qu'il a été obligé finalement de laisser sa voiture dans un lieu qui n'était pas sécurisé pour lui. Une fois que le véhicule est sonorisé, il faut juste imaginer que c'est comme une écoute. 90% de ce qui va s'y dire n'a absolument aucun intérêt. Il peut y avoir des bruits parasites, ça peut être l'autoradio, ça peut être la musique, ça peut être le conducteur qui est tout seul. Tout simplement, si la personne est toute seule dans son véhicule, elle ne va pas parler. Donc il ne se dira absolument rien. Mais il faut être là sur les 10% où la conversation peut être intéressante. Quelques semaines après, Doudou a rendez-vous avec Michael, le reseller, sur le rond-point de la porte de Montreuil. On est positionné en surveillance, on prend les photos, et on sait qu'à cet instant-là, on a aussi cet enregistrement, cette sonorisation qui va tourner. Le braquage parfait n'existe pas. Il y a toujours des erreurs, vous voyez, des silences et des mots qui peuvent faire mal. Et là, on a une grosse partie de la conversation qui est inaudible, parce que des bruits d'environnement, mais on va entendre quelques mots quand même, des bribes de conversation. Et on va notamment entendre le mot « Cara », dit à plusieurs reprises, mais c'est surtout mon chef de groupe qui entend un mot distinctif qui est absolument inconnu du grand public, c'est le mot « Rapaport ». Qu'est-ce que c'est que le Rapaport ? Je ne connaissais absolument pas ce mot avant d'arriver dans ce groupe-là. Et le Rapaport, c'est tout simplement un document sur lequel figure le cours du carat, en fonction de la forme, de la couleur ou de la nature d'une pierre précieuse. Donc ça nous confirme encore un peu plus que lorsque Doudou et Michael se voient, ils vont parler de bijoux. Là, on est à bout de 2 mois d'enquête. C'est la première fois que sont évoqués les bijoux, et ça fait quand même du bien au moral. À ce stade de l'enquête, bien entendu, ça sent mauvais pour Doudou, mais lui ne peut pas s'imaginer encore que les policiers disposent de tels éléments. On a 3 personnes clairement identifiées. Le vigile, qui est la taupe à l'intérieur de la bijouterie. Doudou, potentiellement braqueur, voire organisateur, on ne sait pas. Et on a aussi Michael, le reseller. Mais il nous manque encore au moins 3 braqueurs. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, caméra subjective, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation. Cet épisode a été écrit par Clémentine Arnaud et réalisé par Clémentine Arnaud et Thomas Jacquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Marine Boudalier. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Vincent Couem.